Merci, monsieur le professeur. Permettez-moi tout d'abord de remercier les autorités de Valence pour leur très aimable accueil. Je voudrais également remercier l'Université de Valence qui accueille la conférence finale de ce programme Sostenuto qui vous a réunis, qui nous a réunis depuis plusieurs mois maintenant. Alors, pour cette table ronde, nous avons pour thème de réfléchir au rôle de la culture comme facteur de renouveau du projet européen. À quoi peut servir la culture? Je ferai une phrase incidente. Vous le constatez, je m'exprime en français. J'en suis désolée, j'aurais souhaité m'exprimer en espagnol, et ça m'est absolument impossible. Donc, il y a des écouteurs, des traducteurs, etc. Je pense que ce ne sera pas insurmontable, mais je vous prie de m'excuser. Donc, notre table ronde, avec ces trois participants, doit réfléchir à la culture, un des fondements du renouveau du projet européen. Alors, parler du renouveau du projet européen, en effet, c'est tout à fait nécessaire aujourd'hui. L'Europe est en pleine crise, grave crise, qui a été d'abord une crise bancaire, avec une crise des particuliers, et aujourd'hui, ces dettes souveraines, c'est-à-dire que ce sont les États qui ne peuvent plus rembourser leurs dettes. Donc une crise bancaire, une crise budgétaire, une crise financière, une crise monétaire. Notre pauvre euro est un peu malmené. Ça a entraîné une crise sociale, dans certains pays, une crise politique, avec des changements de gouvernement. Les Espagnols le savent, les Italiens aussi, les Grecs aussi. Et finalement, une grande inquiétude, car n'est-ce pas le système lui-même qui est en crise, les fondamentaux de la construction européenne qui seraient en crise, et pas seulement les finances publiques de manière conjoncturelle. Et en effet, je crois qu'il y a une crise très forte, qui touche à des points tout à fait fondamentaux. Ce n'est pas quelque chose de superficiel et de conjoncturel, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Alors, dans cette situation, que peut faire la culture? Apparemment, c'est une question saugrenue. La crise qui frappe aujourd'hui l'Europe, c'est une crise d'abord économique, très matérialiste. C'est une crise où on parle d'argent tout le temps, de monnaie, de déficit, de budget. On est dans le monde de l'argent. Et la culture arrive avec les arts, les beaux-arts, les idées, plus ou moins raffinées, des valeurs, plus ou moins bonnes, mais disons, c'est le monde de l'esprit, à l'opposé du matérialisme. Alors, se tourner vers la culture pour qu'elle aide à sortir de l'ornière, pour qu'elle aide à sortir de la crise et pour qu'elle aide à renouveler le projet européen, diable, c'est mettre sur ses épaules, les épaules de la culture, une énorme responsabilité. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire, la culture? Elle peut faire, finalement, beaucoup de choses. Je ne m'étendrai pas sur la première chose qui vient à l'esprit et dont les orateurs tout à l'heure ont déjà largement parlé.
la culture peut, très bien, renforcer le dynamisme économique. Et par les temps qui courent, c'est tout à fait important. Les activités culturelles peuvent créer des emplois, susciter ou renforcer le dynamisme économique à tous les niveaux, dans les villes, dans les régions, dans les pays. Bref, le champ est vaste et je crois que aujourd'hui, en fin d'après-midi et demain toute la journée, on multipliera les exemples concrets d'expériences où des activités culturelles ont eu des retombées économiques tout à fait bénéfiques. Et à l'instant, M. Raphaël Ripoll lui-même insistait là-dessus. À juste titre, je crois qu'on peut faire beaucoup de choses et avoir des retombées économiques extrêmement nombreuses et intéressantes à l'occasion d'activités culturelles. Alors on verra ce qui marche bien, ce qui marche moins bien, pourquoi ça marche moins bien, mais la culture peut aider incontestablement le développement économique. On parle d'ailleurs d'industrie culturelle, industrie de l'audiovisuel, industrie du tourisme. On est là dans le monde de l'économie. La culture est un prétexte, mais le résultat s'évalue en richesse financière. La culture produit de la richesse financière. Alors évidemment, au passage, on peut être un petit peu inquiet. La culture produit de la richesse. Tant mieux, bravo, c'est très bien. Mais quelle culture ? Il faut quand même être attentif au contenu du message culturel qui fait gagner de l'argent. Et je ne suis pas sûre que certains spectacles ou certaines tendances un peu racistes sur les bords, parce qu'ils font gagner de l'argent, seraient bien. Donc, oui, globalement, la culture peut être un facteur de développement économique, bravo. On ne peut pas être indifférent au contenu du message, car le message peut heurter des principes et, à ce moment-là, le gain financier, s'il se traduit par la diffusion d'idées dangereuses, risque d'aboutir à un solde finalement négatif. C'est simplement une remarque incidente que je faisais. Deuxième domaine dans lequel la culture peut apporter innovation et renouveau, par conséquent peut apporter des progrès, c'est le domaine, là aussi, M. Raphaël Ripoll l'a indiqué, et Madame aussi en a parlé, le domaine des relations sociales. Et par les temps qui courent, en Europe, c'est extrêmement important. En effet, dans notre continent, nous avons des tensions entre des groupes sociaux qui n'appartiennent pas forcément aux mêmes cultures et qui vivent mal ensemble. Ce sont les problèmes des minorités, notamment en Europe centrale. Ce sont les problèmes des immigrés. Ce sont les problèmes sociaux, les différences sociales entre les riches, les pauvres, les banlieues, les centres-villes. Ce sont les tensions entre les jeunes et les vieux, entre les hommes et les femmes, etc., etc. Bref, nous sommes dans un ensemble, dans l'Union européenne, où il y a des peuples différents, des cultures différentes, des groupes différents, et pour vivre ensemble, il faut faire un certain nombre de choses, et la culture, les relations interculturelles, la connaissance de la culture de l'autre peuvent contribuer à améliorer la situation. Et je pense qu'au cours de ces 2 jours, il y aura de multiples exemples concrets qui montreront que la culture peut aider à surmonter un certain nombre d'incompréhensions et de tensions. Ça a toujours joué, et
J'ai en tête les souvenirs de l'époque où je dirigeais le Conseil de l'Europe, juste après la chute du mur de Berlin, 1989, et dans toute l'Europe centrale, il y avait des tensions, pour de multiples raisons, parfois historiques, le problème des minorités nationales, par exemple, en Roumanie ou ailleurs. Ces tensions, nous les avons surmontées avec une technique qui utilisait la culture et les activités culturelles, qui étaient les mesures de confiance. Bon, on appelait ça les mesures de confiance. Et nous avons multiplié ces rencontres, presque toujours culturelles, où les gens apprenaient à se connaître. Et petit à petit, les tensions arrivaient à diminuer et on a pu ainsi avancer. Je pourrais citer beaucoup d'exemples, mais ce n'est pas le lieu ici. En fait, la culture joue très souvent, et ces mesures de confiance à base culturelle peuvent très souvent empêcher la survenance d'un conflit violent, ou après le conflit violent, c'est le cas dans les Balkans, après la guerre, peut aider à la réconciliation des gens qui se sont battus entre eux. Et petit à petit, il faut arriver à cicatriser les blessures. Et ces mesures de confiance et la culture peuvent aider à surmonter les blessures résultant d'un conflit. Là encore, comme pour la dimension économique, lorsqu'on parle de la culture pour aider à améliorer les relations sociales, c'est très bien, à condition qu'on soit quand même très attentif au contenu du message culturel. Si le message culturel consiste à vanter sa propre culture en écrasant celle de l'autre, ce n'est certainement pas le message le meilleur. Donc, la culture, oui, à condition que le contenu du message culturel soit quand même d'une certaine nature. Car la culture peut être aussi un facteur d'explosion si le message culturel est agressif et orgueilleux et impérialiste et arrogant. Donc, le contenu compte. Mais, de façon générale, je crois qu'on est tous d'accord ici pour dire que la culture peut être très utile pour aider à surmonter les tensions sociales, notamment dans les villes. Tous les élus des villes connaissent ces problèmes de tension entre des groupes sociaux qui ne s'entendent pas bien au départ, au niveau des régions, bien sûr, et au niveau des États, naturellement, et au niveau de l'Union européenne tout entière. Donc, à tous les niveaux, ça se présente. Je n'en dirai pas davantage parce que je voudrais développer un peu plus un troisième secteur, un troisième domaine dans lequel la culture peut contribuer à l'innovation. Ce n'est ni le domaine économique, ni le domaine social. C'est un domaine plus politique et plus global. Alors, j'aborde là un secteur dont on parle beaucoup moins que des deux précédents. Sur les retombées économiques et sur les retombées sociales de la culture, on tombera vite d'accord. Mais sur ce troisième domaine, c'est plus délicat. Je vais essayer de vous dire pourquoi je considère que ce troisième domaine est aujourd'hui extrêmement important pour l'avenir de l'Europe. On l'a dit, on est en pleine crise. Nous avons besoin de profondes réformes. Nous avons besoin de profondes réformes dans les grandes politiques qui structurent la société européenne. En Europe, dans la période actuelle, on prône constamment des réformes en économie, dans le domaine social, dans celui de la protection de l'environnement, etc., etc. C'est le cas dans les documents que vous connaissez,
le document de la Commission européenne 2020. Vous connaissez aussi l'agenda culturel de la Commission à l'ère de la mondialisation. Et puis vous lisez sans doute les innombrables discours de M. Barroso, de M. Van Rompuy, du président du Parlement européen, etc., etc. Bref, on a plein de documents aujourd'hui qui disent qu'il faut des réformes, il faut de la créativité, il faut innover. Quand on regarde ces textes, on s'aperçoit quand même que l'imagination reste modeste. Pourquoi? Car la classe dirigeante, et je parle aussi bien droite de gauche, ceux qui dirigent l'Europe aujourd'hui, n'ont pas été vraiment formés à des innovations profondes. Qu'on le veuille ou non, nous vivons depuis des années avec une pensée dominante. En tout cas, une approche dominante qui fait qu'il est extrêmement difficile et qu'il est très rare que l'on remette en cause les bases fondamentales du système. C'est particulièrement vrai dans le domaine de la pensée économique qui tend à devenir l'œuvre de purs experts techniciens, souvent anglo-saxons, des partisans seulement d'un libéralisme ou d'un capitalisme devenu un capitalisme financier que personne, au moins dans la classe dirigeante, ne conteste vraiment. Alors j'avance avec prudence car je suis dans une université économique. Donc je vais peut-être me faire agresser à la sortie ici. Donc je vais mezzo voce quand même, hein, je fais quand même un petit peu attention. Mais évidemment, j'ai grossi le trait parce qu'il aurait fallu nuancer davantage. Mais en fait, dans ces conditions-là, il est très difficile d'imaginer des formules vraiment innovantes. On va imaginer des réformes, mais à l'intérieur du système, le cadre même n'est pas remis en cause. Intellectuellement, on n'arrive pas à le remettre en cause, vraiment. Et en fait, l'économie, si on veut aller au-delà de petites réformes, elle devrait être analysée non seulement par des économistes, je rends hommage aux économistes, mais aussi elle devrait être analysée par des historiens, par des sociologues, par des psychologues, par des spécialistes des questions sociales, par des spécialistes de l'environnement, par des juristes. Et finalement, l'économie devrait être examinée et réformée en fonction d'un projet politique global. C'est par rapport aux objectifs de la société que l'on va juger de la valeur d'un système économique. Ce n'est pas parce que les règles techniques auront été correctement respectées. C'est autre chose. Comme on n'arrive pas à juger l'économie par rapport à un projet politique global, on aboutit trop souvent à des réformes étriquées ou très vite dépassées, car elles n'ont pas été conçues dans une vision suffisamment large et prospective. En résumé, on peut dire que nous avons en Europe aujourd'hui d'excellents spécialistes, mais des spécialistes qui ne sont pas suffisamment, j'ose le mot, cultivés, c'est-à-dire ayant une vision plus globale, que seule la culture peut donner vraiment. Dans ces conditions, il est évidemment difficile, voire impossible, de dégager un véritable projet européen ayant un sens. Les experts et les techniciens
sont rarement des visionnaires. Sont rarement des visionnaires capables de vraiment innover. Or, l'Europe aujourd'hui a besoin d'un projet qui soit vraiment innovant. Or, dans le passé, la construction européenne a reposé sur un projet. Car les pères fondateurs avaient une véritable culture. Et c'est pourquoi leur projet avait une réelle valeur et a eu le succès qu'il a rencontré. Les pères fondateurs, dans les années 1945-50, avaient beaucoup observé et beaucoup réfléchi. Et la culture, au sens large du mot, les a guidés lorsqu'ils ont lancé la construction européenne. D'abord, la culture les a guidés en leur indiquant le socle sur lequel ils devaient construire ce rassemblement des peuples européens pour qu'ils puissent se réconcilier et pour qu'ils puissent construire une paix durable. Ce socle culturel, car c'était un socle culturel, ce furent les valeurs humanistes et démocratiques affirmées dès 1950 dans la Convention européenne des droits de l'homme du Conseil de l'Europe. La construction européenne, elle a débuté par ça, c'est-à-dire l'affirmation de l'attachement des Européens et des pères fondateurs à ces valeurs culturelles profondes de la civilisation européenne. Ils ont commencé par cette affirmation-là. Depuis lors, ces valeurs sont devenues le ciment qui unit les Européens et les protège contre le retour de la barbarie que l'Europe a connue dans les années 30 et qui est une menace permanente. L'Europe est tombée dans la barbarie dans les années 30, elle peut retomber dans la barbarie en n'importe quelle occasion. Et c'est cette affirmation de nature culturelle de ces valeurs qui est le bouclier qui a protégé la construction européenne pendant 50 ans jusqu'à aujourd'hui, du retour à la barbarie. Et ça vous explique qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Hongrie, par exemple, avec le Premier ministre, paraissent à beaucoup d'Européens une menace très inquiétante. Car on a l'impression que la Hongrie est en train d'oublier ce socle culturel et semble s'engager dans une voie qui ne reproduit pas, qui ne maintient pas, qui ne consolide pas l'attachement à ces valeurs de la démocratie. Et ça, c'est extrêmement grave, car ça mine de l'intérieur la solidité de la construction européenne. Or, la barbarie, on le sait bien, c'est le contraire de la culture. La culture est notre protection contre la barbarie. Et je n'oublie pas que nous sommes en Espagne, qui a connu la guerre civile, et un sinistre personnage a prononcé cette phrase qu'on ne doit jamais oublier. Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver. Il ne se trompait pas de cible. Quand on a des penchants totalitaires, on est contre la culture. Et si on veut un projet de société qui soit respectueux de la démocratie, respectueux de la liberté, respectueux de l'autre, il faut un socle culturel. La culture est notre bouclier. Et je crois que l'Europe, aujourd'hui, doit le réaffirmer avec la plus grande clarté. Alors évidemment, aujourd'hui, nous sommes en 2012, les temps ont changé par rapport à ce que c'était en 1945 ou 1950, ça c'est vrai. Pourtant, la nécessité pour l'Union européenne d'avoir un projet global, un projet politique, demeure. De même, demeure que ce projet doit inclure une dimension culturelle très importante, puisque c'est elle qui donne son sens à l'ensemble. Or, et on doit le regretter fortement, aujourd'hui, cette dimension culturelle semble passer au second plan.
Ces 50 dernières années, l'économie, oui, monsieur le professeur, a envahi le paysage jusqu'à faire du marché et de l'argent les objectifs principaux de l'Union européenne. Alors, je vous accorde que je caricature un peu quand même. Mais enfin, je le dis quand même en exagérant un petit peu. La manière de penser l'Europe est devenue presque exclusivement matérialiste. Alors, je ne sous-estime pas aujourd'hui, dans la crise, à quel point il faudrait satisfaire les besoins matériels des populations. Je suis pour la résorption du chômage, je suis pour l'augmentation des salaires, des rémunérations, etc. Bien sûr, et tout ça doit être fait. Mais quand je dis que l'Europe est devenue presque exclusivement matérialiste, je veux dire qu'on ne parle que de ça. C'est l'objectif unique. Le reste est secondaire. Et ça, je crois que c'est dangereux. Dans ces conditions, il n'est guère étonnant que ce projet européen paraisse, aux citoyens de base, paraisse froid, technocratique. On l'a dit parfois, sans cœur et sans âme. Surtout dans la crise. Car les gens dans la crise ont besoin de chaleur humaine aussi. Ils ont besoin de solutions matérielles, mais ils ont aussi besoin de générosité, de compréhension. Et il faut reconnaître que l'économie, ce n'est pas vraiment fait pour ça. C'est autre chose. Pour redonner vie au projet européen, il faut évidemment relancer l'économie. C'est indispensable. Mais il faut aussi redonner à la culture une place essentielle. Ceci inclut la culture du passé, car l'Europe a accumulé un patrimoine matériel et spirituel considérable qui doit nourrir nos actions d'aujourd'hui et de demain, à tous les niveaux. Mais cela inclut aussi la créativité, l'innovation, l'imagination nécessaire pour construire l'Europe future. Et d'ailleurs, on ne construira bien l'Europe future qu'en partant du passé, en le connaissant, ce passé, en l'ayant assimilé, puis en le dépassant pour construire l'avenir. Et cela inclut aussi la créativité culturelle, notamment. Or, on constate que les documents officiels, tout à l'heure je citais le document 2020 et quelques autres, restent en deçà de ce qu'il faudrait pour innover vraiment. Je prends l'exemple, on parle tout le temps de l'économie de la connaissance. L'économie de la connaissance. Mais qu'est-ce qu'on met derrière le mot connaissance? On a l'impression qu'il s'agit surtout de connaissances techniques, concrètes, précises, utiles immédiatement. Mais les connaissances historiques, philosophiques, plus profondes, c'est pas ça qu'on vise derrière l'économie de la connaissance. Alors, quand on regarde dans les chapitres économie de la connaissance, on vous dit il faut apprendre des langues étrangères. Ça, c'est vrai, et mes défaillances montrent que, de ce point de vue-là, il y a des lacunes que je n'ai pas comblées. Ça, c'est certain. Il faut savoir utiliser les moyens informatiques. C'est vrai. Et ça fait partie des connaissances que la nouvelle génération doit parfaitement maîtriser. Il faut apprendre à manager des équipes. Très bien. Il faut apprendre la comptabilité et les règles de gestion. Très bien. Tout cela est très bien. Mais est-ce que c'est suffisant? Et là, je dis, non, ce n'est pas suffisant. Dans un monde qui change très vite et profondément, il ne suffit pas de changer un appareil par un autre plus performant. Il faut être capable de prendre du recul, de critiquer en bien comme en mal ce qui existe. Il faut être capable d'imaginer d'autres systèmes, d'autres concepts fondamentaux, d'autres mécanismes différents des précédents. On vit dans un monde où les sciences et les techniques évoluent énormément, mais un monde où la société et les individus suivent très majoritairement
la pente du conformisme, du manque d'imagination et d'une créativité finalement assez paresseuse, de sorte que, en définitive, les changements restent superficiels. C'est par la culture, une culture vivante, exigeante et profonde, que l'on pourra vraiment faire progresser la société. C'est, sans que je sois révolutionnaire, c'est vraiment ma conviction. Plus que jamais, je pense, l'Europe a besoin d'un projet de société global et politique, au sens noble du mot politique. Et ce projet de société globale et politique a besoin de reposer sur un socle culturel large, profond, riche d'analyses et de propositions, bref, un socle culturel de grande qualité. L'Europe en a besoin pour elle-même. D'autres peuples de la Terre éprouvent le même besoin. Et je pense, nous sommes en bord de la Méditerranée. Le sud de la Méditerranée, qui vient de connaître les révolutions que l'on sait, en a particulièrement besoin de tout cela. Parce que voilà des pays qui, après des années de silence et de passivité, se sont mis à bouger. Dans quelle direction vont-ils aller? On ne le sait pas encore très bien. Et quand je dis ils ont besoin d'un socle culturel solide, ça prend tout sa force quand on pense à l'Égypte, à la Libye, à la Tunisie et aux autres. Je terminerai par une anecdote qui me semble fait réfléchir sur l'importance de la culture dans les sociétés modernes. L'anecdote s'est produite à Berlin il y a quelques mois, à l'occasion d'une rencontre bilatérale entre les dirigeants de la Chine et les dirigeants de l'Union européenne. Je n'y étais pas, donc l'anecdote m'a été racontée. Mais telle qu'elle m'a été racontée, ça donnait ceci. Au début de la rencontre, le président de la Commission fait son discours classique, très bien. On parle d'échanges commerciaux, des problèmes de la monnaie chinoise, enfin bref, tout ce qu'on traite dans ce genre de rencontres à base économique, essentiellement. Et puis le Chinois a la parole. Je ne sais plus si c'était le président ou le Premier ministre, peu importe. Il prend la parole et il commence son discours en parlant de Goethe, de Kant, de Voltaire, etc. Stupéfaction de l'auditoire. Et non seulement il cite les grands hommes, les grands écrivains, les grands philosophes, mais il leur rend hommage en disant que c'est eux qui sont notre richesse. Alors évidemment, cette anecdote peut être interprétée dans les deux sens. Il y a un sens négatif. Le Chinois arrive avec sa puissance économique et avec mépris, il s'adresse aux Européens tout juste bons à cultiver leur patrimoine passé, des grands hommes du passé. Mais il y a une autre interprétation, et je veux la retenir. Le Chinois est conscient de sa force économique. Il aurait, paraît-il, ajouté, il a parlé de sa civilisation, en disant, en fait, il y a deux civilisations dans le monde qui valent la peine, la chinoise et l'européenne. Donc il se mettait à ce niveau-là. Bon. Et s'étant mis à ce niveau-là, il rendait hommage à ce qui est la plus grande richesse de l'Europe, qui est son patrimoine culturel. Venant d'un Chinois, aujourd'hui, ils ont oublié d'être sots. Ils sont quand même très intelligents. Je pense qu'ils nous donnaient une leçon. Et je pense que les Européens
ont intérêt à entendre cette leçon. Je vais maintenant donner la parole aux autres membres de la table ronde. Monsieur Aline Nika, vous avez la parole.